L'histoire que je m'apprête à vous raconter se passe sous la neige de Mandchourie. Un complexe de 150 bâtiments fabriquait pas moins de 7 millions de puces porteuses de peste, chaque mois. Son nom de façade, département de purification des eaux. Son vrai nom, l'unité 731. Et pendant que le monde ignorait tout, des médecins, eux, chronométraient l'agonie humaine pour transformer la maladie en arme. Voici l'autopsie de la plus grande usine à épidémie jamais construite. Nous sommes au début des années 1930. Le Japon impérial rêve alors d'un empire continental, riche en ressources, capable de concurrencer les puissances occidentales. Et après l'invasion de la Mandchourie en 1931, Tokyo cherche alors un avantage décisif, un moyen de dominer sans ruiner son économie. Entre alors en scène le docteur Shiroishi, microbiologiste de génie et ambitieux hors norme. Shiroishi fait alors la promesse suivante aux stratèges. 1 millilitre de bactéries peut tuer plus qu'une tonne de poudre. C'est alors qu'on lui accorde carte blanche, un budget moderne équivalent à plusieurs centaines de millions d'euros et surtout une enclave isolée, le district de Pingfang. Officiellement, ce sera un centre de purification des eaux. Mais dans les faits, il s'agit d'une base militaire de 600 hectares dotée d'une voie ferrée et d'un four crématoire. Les habitants aperçoivent des wagons sans fenêtres et des caisses marquées d'un mot sibyllin, Maruta, qui veut dire bûche de bois. Ils comprendront malheureusement trop tard qu'il s'agissait en fait d'êtres humains. À l'intérieur se dressent 150 bâtiments, chenils pleins de biguelins infectés, hangars de culture bactérienne, salles d'autopsie réfrigérées à moins 10 degrés, chambres de pression, cellules d'isolement, etc., etc. 3000 personnes y travaillent, dont 600 médecins et chercheurs. La cadence industrielle permet de produire chaque mois des tonnes d'anthrax en poudre et près de 7 millions de puces porteuses de peste. Et Shiroishi, extrêmement analytique, veut tout mesurer. La dose minimale infectieuse, la vitesse de propagation, la résistance au gel, à la chaleur, au chlore, etc. Il rêve d'une arme biologique qu'on lâche comme une pluie silencieuse. L'ennemi meurt chez lui sans même voir le soldat qui l'a condamné. Les horreurs expérimentales chroniques d'une descente aux enfers. La chambre de glace. Un jeune prisonnier chinois est attaché par le torse. On immerge alors son bras dans de la neige carbonique. L'assistant, lui, frappe doucement la peau. Il attend le son du bois qui signale la congélation totale. Le chronomètre, lui, tourne. L'assistant note 46 minutes pour obtenir une gangrène irréversible. Ces chiffres devaient servir aux chirurgiens de campagne pour savoir quand amputer un soldat gelé. Le pulvérisateur d'anthrax. Dans un hangar pas si loin, on sèche des capsules de gélatine remplies de Bacillus anthracis. L'objectif, créer un nuage de spores capable de survivre au largage à haute altitude. Les cobayes exposés en cage meurent d'œdème pulmonaire en 48 heures. Et dans le carnet de Shiroishi, une ligne subsiste. Effet satisfaisant. L'araignée de verre. Shiroishi perfectionne alors une bombe céramique, l'UJ-50, qui éclate sans créer de chaleur et disperse des puces infestées de peste. Le 27 octobre 1940, l'arme est testée sur la ville chinoise de Ningbo. Au petit matin, la population balaye des puces noires par milliers sans se douter qu'elles portent la mort. La peste pulmonaire s'abat 15 jours plus tard. Les médecins japonais observent, chronomètrent, notent. La chambre baro-hydraulique. Dernier cercle de l'enfer. On place un prisonnier dans une cuve et on monte la pression à 10 atmosphères. Puis, on ouvre brutalement la vanne. L'azote dissous explose dans ses veines. Il meurt d'embolie en 30 secondes. Et le rapport est sans équivoque. Observation directe de bulles gazeuses dans l'aorte. Ces notes inspireront plus tard des études sur l'accident de décompression chez les plongeurs. Test de terrain, la guerre invisible. Entre 1940 et 1942, 3 villes chinoises, Changde, Kyuzhou, puis l'agglomération de Yunnan, deviennent des laboratoires à ciel ouvert. Blé contaminé, rats infectés, bombes d'anthrax, l'armée japonaise veut étudier la courbe épidémique en temps réel. À Changde, 7000 cas de peste apparaissent en 10 jours. Les survivants affaiblis succombent au choléra relâché une semaine plus tard. L'OMS estimera en 2018 qu'entre 200 000 et 300 000 civils périrent de ces expérimentations. C'est davantage que la bombe nucléaire larguée sur Hiroshima. Le visage derrière le numéro, Maruta 183. Parlons d'un seul homme, Lee Dae-sung, 24 ans, agriculteur.
Initialement arrêté pour sabotage, il deviendra Maruta 183. Mardi, on lui injecte le choléra. Mercredi, sa fièvre monte à 41 degrés et il délire. Jeudi, laparotomie sans anesthésie pour observer l'inflammation intestinale in vivo. Sa famille cherchera son corps pendant 70 ans. Mais à Pinkfong, aucune tombe ne porte de nom. Seulement des registres numérotés, aujourd'hui encore partiellement classifiés. Le pacte du silence, immunité contre données. En août 1945, le Japon capitule. Shiroishi ordonne alors de dynamiter plusieurs laboratoires et d'incinérer 5 tonnes de rapports. Mais il conserve 18 microfilms, la quintessence de son travail. En novembre 1947, des agents américains le rencontrent à Tokyo. Le procès de Tokyo, équivalent asiatique de Nuremberg, se tient déjà. Pourtant, l'unité 731 n'y est pas évoquée. Pourquoi ? Parce qu'un mémorandum confidentiel du Counter-Intelligence Corps conclut « Ces données sont impossibles à obtenir par des moyens éthiques et pourraient sauver des vies américaines en cas de guerre bactériologique. » En clair, l'immunité de Shiroishi contre ces carnets. Marché conclu. Shiroishi mourra alors paisiblement en ayant passé le reste de sa vie à être chirurgien dans une banlieue de Tokyo sans avoir passé un seul jour derrière les barreaux. Débat éthique, utiliser ou brûler. Pendant la guerre de Corée, des chirurgiens américains citent, anonymement bien sûr, les courbes de congélation de Shiroishi pour traiter des soldats blessés par le froid. En 1989, un article du Journal of Trauma révèle l'origine de ces données. Et ça fait un tollé international. L'article est partiellement rétracté. Et aujourd'hui encore, certains microfilms de Shiroishi restent scellés à Fort Detrick aux États-Unis. Pour les uns, consulter ces chiffres équivaut à légitimer la torture. Pour les autres, les détruire condamne des chercheurs à refaire de façon éthique des expériences déjà menées dans l'horreur. Dilemme insoluble ? Peut-être. Mais la question, elle, ne disparaît pas. Pourquoi le secret jusqu'à récemment ? Évidemment, officiellement, c'est pour préserver la sécurité nationale. Officieusement, parce qu'avouer l'immunité accordée à Shiroishi aurait sapé l'autorité morale américaine tout juste célébrée à Nuremberg. Du côté japonais, nier l'unité 731 permettait de maintenir le récit d'une armée libératrice en Asie. Il faudra attendre 1984 et le journaliste Morimura Seishi pour que les premières preuves percent le mur du silence, et il faudra attendre 2002 pour que l'État japonais reconnaisse son existence. En 2025, la sortie du film 731 Biochemical Revelations promet d'ouvrir les archives restantes. Le débat ressurgit, brûlant. Résonance contemporaine, le miroir du présent. En 2025, le président américain gèle les budgets dits gains de fonction. Vous savez, ces expériences qui rendent un virus plus dangereux pour mieux l'étudier. En 2024, le chercheur chinois He Jiankui sort de prison après avoir édité le génome d'embryons humains. La tentation est la même qu'en 1936. Repousser la mort coûte que coûte. La frontière entre progrès et barbarie n'a pas disparu. Elle se déplace simplement au rythme de nos ambitions technologiques. Pour finir, quelques questions. Faut-il enseigner les données de l'unité 731 dans les facultés de médecine ou les réduire en cendres ? Devrait-on ouvrir tous les microfilms de Shiroishi pour préparer la prochaine pandémie ou les sceller à jamais ? Où est-ce que toi, tu places la ligne rouge entre curiosité scientifique et dignité humaine ? Je t'encourage à y réfléchir et à m'écrire ta position dans les commentaires sous cette vidéo. La semaine prochaine, on quittera la Mandchourie pour plonger dans un autre scandale. Celui de l'Oxycontin, l'antidouleur miracle devenu une épidémie mortelle. 1 demi-million de vies perdues, un accord à 7,4 milliards de dollars et la question éternelle. Qui paye vraiment le prix du progrès ? Et n'oublie pas, la vérité fait mal, mais l'histoire ne se taira plus.